peut-être à l'image de mon père ou peut-être ma mère aussi, c'est de faire les choses à un moment donné, j'y vais. Peu importe les conséquences, je ne sais pas où je mets les pieds, mais j'ai confiance en moi et j'ai confiance dans ma destinée. Paul Belmondo est parfaitement conscient du cadeau qui lui a été donné de porter ce nom. Fier de cette lignée familiale et décidé à perpétuer les valeurs qui lui ont été transmises dès sa naissance. J'ai la chance d'avoir eu comme père certainement un des plus grands comédiens français et qui était normal. D'abord pilote automobile, Paul a trouvé sur scène au théâtre et aujourd'hui à la télévision un moyen d'exprimer toutes les facettes de sa personnalité. C'est pour ça qu'il a accepté de rejoindre le casting de la série Demain nous appartient. Le petit garçon qui a été élevé comme les autres est un homme qui célèbre comme son père la simplicité et l'art populaire. Demain nous appartient, c'est une série populaire, donc parce que c'est populaire, il ne faut pas le faire. Ça veut dire que ce public-là n'a pas le droit d'avoir des comédiens de notoriété parce que c'est populaire. Respecter les autres, le public, préférer la joie, ne pas se plaindre. C'est ça, l'école Belmondo, même quand ça fait mal. Quand ma mère est décédée, j'ai joué le soir aussi. Il faut jouer. Le public est là, ils ont payé leur place. Ouais. Ça n'est pas une excuse de ne pas jouer. Entre vous et moi, c'est certain, elle va vous faire du bien, cette rencontre avec Paul Belmondo. Est-ce que je suis doué pour la vie? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je suis heureux dans ma vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez vous dans votre émission. Eh bien oui, entre vous et moi, c'est la vôtre. Cette émission qui permet à la parole de se libérer. Et merci d'être toujours plus nombreux dans votre maison, de plus en plus nombreux, avec ces nombres de vues, ces nombres d'abonnés qui n'arrêtent pas de monter, de grandir pour notre plus grand plaisir, pour votre plus grand plaisir. Parlez-en autour de vous. Donnez l'adresse d'entre vous et moi sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et également, n'oubliez pas que nos émissions sont aussi disponibles sur vos plateformes préférées en podcast. Mais tout de suite, notre nouvel invité. Bonjour Paul Belmondo. Bonjour. Je suis très heureuse qu'on soit enfin arrivé à se rencontrer. Première question, tu ou vous? Ça m'est égal, pas de souci. On va essayer tu parce que c'est quelque chose difficile okay. Quand on se c'est connaît pas facile. C'est vrai que les interviews, c'est quand même à 99% en vous, donc on a plus l'habitude de se dire vous. Mais tu, ça me va très bien. Non, pas... C'est un peu le concept, on est à la maison, donc on va essayer tu. Voilà. D'accord. Paul Belmondo, un nom évidemment mythique, de par ton papa, de par ton grand-père aussi. Hein. Ouais. Paul Belmondo, tu as les deux. Hein, Paul Belmondo, ton grand-père, et évidemment Bébel. C'est pas trop lourd à porter? Non, c'est pas lourd. Au contraire, je suis fier de ça. Je suis fier de cette lignée. Je suis fier de ce qu'a fait mon grand-père. On en parlait. Voilà, j'étais au musée de Boulogne il y a 2 jours justement pour une inauguration d'une expo. Et c'est vrai que je suis fier de voir ce musée, de voir les œuvres de mon père, les gens qui viennent me parler de lui, et bien sûr mon père, mais mon père c'est au quotidien, donc non, je suis très fier de ça, oui. En tous les cas, tu portes en toi l'histoire d'une famille, l'histoire d'un nom, l'histoire d'un héritage culturel absolument incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est que toi aussi tu as réussi finalement à imposer ton prénom et ton nom d'une certaine manière en devenant pilote automobile, comédien, on va le découvrir au théâtre et puis à la télé, j'ai vu ça, et puis consultant, et puis aussi père, toi-même, de 3 gars. Donc la lignée des hommes chez Belmondo, c'est costaud, non? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Contrairement à mon père où j'ai eu que des sœurs et j'étais le seul garçon. Moi, j'ai fait que des garçons, donc la lignée est là. Mais c'est vrai que c'est une lignée qui est importante, qui commence avec la famille du côté de mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère, donc qui étaient italiens, qui ont immigré en Algérie. Mon arrière-grand-père s'appelait Paul aussi, et mon grand-père qui est né à Alger. Donc c'est vrai que toute cette lignée de Belmondo, qui sont partis de l'Italie, qui sont descendus au sud en Algérie, et puis on est revenu, et puis la famille est revenue en France. Donc non, c'est aussi une lignée des migrants italiens qui est aussi très intéressante. On va y revenir. Et pas de Paul chez tes petits gars, toi? Alors j'ai pas fait de Paul parce que la notoriété de mon père était quand même très forte, et j'ai pensé à l'école, je me suis dit bon, c'est Jean-Paul, et puis
La preuve en est, Victor aujourd'hui qui est, s'en sort très bien. qui est comédien, si je l'avais appelé Jean-Paul, ça aurait été excessivement compliqué pour lui. Il aurait dû changer de prénom, au moins. Donc voilà, j'ai pensé à ça, mais peut-être Victor ou Alessandro ou Giacomo, s'ils ont un garçon, enfin Alessandro a eu un garçon, mais il l'a appelé sur ses origines, les origines arméniennes de sa femme Vaé, mais peut-être il y en aura qui la seule chose qu'il l'appellera Paul. La seule chose que j'ai tenue, en fait, c'est mon deuxième prénom, c'est Charles. Celui de mon père, c'était Charles. Mon grand-père, c'était Charles. Et tous mes garçons s'appellent Charles. Donc ça, c'est la seule chose que j'ai continué à essayer de garder une tradition dans les prénoms. Ok. Alors Paul, né le 23 avril 63 à Boulogne-Billancourt, Ouais. Hauts-de-Seine. Donc tu as, si je compte bien, je compte toujours très mal, je me plante une fois sur deux, 62 ans. Ouais, j'ai 62 ans. Ouais. Yes. Bravo. C'était qui le petit Paul? Petit garçon, comment tu le définirais toi? Ah, c'est difficile de parler de soi toujours. Comment j'étais petit, je pense que sous un côté comme ça, je crois que je tenais de mon grand-père. J'étais assez calme d'un côté et peut-être plus comme mon père et comme mon père où j'étais quand même assez turbulent et je faisais quand même pas mal de petites conneries, mais je pense qu'on me donnait le bon Dieu sans confession quand j'étais petit, donc on ne pensait pas que je pouvais faire. Alors, c'est des petites bêtises, hein, bien sûr, hein, c'est rien de grave, mais c'était peut-être ça, je crois. Par exemple Par exemple, j'en sais rien. Alors petit, non, j'étais un peu plus grand, je devais avoir 9-10 ans, je pense. J'avais pris la voiture, mon père m'a appris à conduire très jeune. Et donc j'avais pris la voiture de ma mère qui était une Auto Bianchi, elle habitait à la campagne et je restais dans la propriété, hein, je partais pas sur la route. C'est pour ça que je faisais des bêtises, mais pas des grosses bêtises. Et en fait, je suis rentré dans un tas de bois, j'avais embouti l'aile avant de la voiture de ma mère. Ok, à 10 ans. Ouais, à 10 ans. Ouais. Et donc j'ai été chercher un marteau, donc j'ai tapé comme ça et j'ai mis la voiture pensant que ma mère n'allait pas s'en rendre compte. Et elle s'en est rendue compte. Voilà. Ok, donc, futur pilote automobile. Donc voilà. si vos mômes font ça, dites-vous qu'il y a une belle carrière derrière. J'ai fait avec mon cousin, j'ai failli perdre mon pouce aussi. Ah ouais. On avait décidé très intelligemment de couper du bois. Et en fait, chacun on avait une hache et un tapait, l'autre tapait. Un tapait, l'autre tapait. Un tapait, l'autre tapait. Et à un moment donné, j'ai tapé, il a tapé. Bon, voilà, c'est des trucs. Mais c'est marrant, c'est quand on est enfant, en fait, on se rend pas compte quoi, du danger. Donc, et c'est vrai qu'après, quand on est père, on regarde ses enfants et on se dit, bon, quelle bêtise ils sont en train de faire ou ils ont fait. Quoi. C'est-à-dire que c'est assez Et drôle. on a peur pour eux. Bien sûr. C'est marrant ce que tu dis parce que quand on te voit comme ça, on a l'impression que tu es hyper pudique, hyper renfermé un peu. Et en effet, quand on te voit sur scène, moi je t'ai regardé récemment, j'ai regardé un petit peu pour préparer tout ça et je me suis dit, mais en fait il est complètement différent, il est complètement extraverti, un peu à la Bébel quoi, c'est fou, c'est pas... On a l'impression d'avoir deux personnages. Ben je pense que pour les gens réservés, timides, de jouer, c'est quelque chose de fantastique. Parce qu'on peut être quelqu'un d'autre. Donc on est une autre personne, on n'est pas soi-même. Donc c'est ça qui est intéressant dans le jeu de la comédie. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la moitié de ma vie, j'ai fait un métier où on est tout dans le contrôle. C'est-à-dire qu'un sportif, quelle que soit la discipline, il est complètement dans le contrôle de ce qu'il fait. On peut improviser un tout petit peu, mais c'est quand même 90% du contrôle. Donc c'est peut-être plus proche de qui j'étais en tant que personnalité. Et c'est vrai que le fait de pouvoir jouer, ça me permet d'être quelqu'un d'autre. De lâcher prise aussi, quoi. Ok, on va découvrir justement tes différents talents. Évidemment, papa Jean-Paul Belmondo, nous on connaît le Bébel. Moi je voudrais simplement que tu nous dises, c'était qui papa pour toi, pour le petit Paul? C'était mon père. Enfin, tu viens de le dire très justement. Pour l'extérieur, c'était Belmondo. Donc c'était le comédien, c'était ce qu'il voyait à l'écran. Ce qu'il pouvait voir aussi dans des interviews à la télé, c'était ça. Et moi, mon père, c'était mon père, mais moi j'avais l'impression que c'était quelqu'un de normal. Il n'était pas différent de ce que pouvait être un autre père ou les autres pères de mes amis. Parce qu'il y a toujours eu ce mélange entre ce qu'il faisait à l'écran et ce qu'il était dans la vie, où
voilà, alors bien sûr, je le voyais différent à l'écran parce que c'était une autre personne, mais c'était la même personne aussi. Donc il y a toujours eu ce mélange. Et en plus, mon père était quelqu'un où avec nous, bah pareil, il faisait souvent il s'amusait. Le pitre. Il faisait le pitre. Voilà, on allait chez mes grands-parents, il se suspendait dans les escaliers, ou il passait par le balcon, d'un balcon à l'autre, au 5e étage. Quand on rentrait le soir à Moulin des Corbeaux, il faisait des têtes à queue avec la Mini. Comme petit, il me mettait sur ses genoux à conduire la Ferrari et il s'amusait à arriver à fond sur le Porsche d'entrée. Alors bien sûr, j'imagine qu'il devait tenir le volant en dessous, mais moi je pensais que je tenais le volant. Donc voilà, donc, il y avait toujours ce côté complètement voilà, un peu libre, un peu fou, un peu dans de ce personnage qu'il avait. Ses amis, Mario David, Jean-Pierre Mariel, Jean Rochefort, Michel Beaune, Pierre Vernier, qui étaient des gens que je voyais à l'écran, qui étaient des comédiens, qui étaient des amis très proches, qui étaient là en permanence dans la famille. Donc tout ça se mélangeait, et ce qui faisait que d'un côté, j'étais capable de scinder les deux, mais en même temps, c'était la même chose pour moi. Donc c'est vrai que ça a toujours été assez compliqué et naturel, et peut-être aussi le fait que ma mère, quand elle a divorcé de mon père, est partie vivre en Angleterre avec Hugh Hudson, qui était un réalisateur. Donc en fait, je suis toujours resté dans ce milieu en fait du cinéma, de ce mélange de vie. Voilà, donc, mais il pouvait t'engueuler aussi, c'est-à-dire qu'il pouvait sûr, aussi te dire alors, tu vas te coucher. Mon père était très à cheval sur des règles, et il pouvait être très sévère sur ça. J'avais toute liberté. Mais il y avait des règles. La première règle, c'était dire bonjour et au revoir. Ça, ça, si je disais pas bonjour à quelqu'un, mais je me faisais reprendre dans la seconde qui arrivait. Donc pour lui, c'était vraiment une forme de politesse. Alors quand on est timide, c'est difficile. Ouais. Très souvent, la timidité vous empêche de dire bonjour. Ouais. Et en fait, il était très à cheval sur ça, sur les horaires. Donc je pouvais sortir, je pouvais aller voir des copains, mais il y avait un horaire. Si je respectais pas l'horaire, je peux vous dire qu'il m'attendait et il n'était pas content. Donc voilà, c'est des choses comme ça, très à cheval aussi sur le fait de ces déjeuners familiaux le week-end. Pour lui, c'était important. Voilà. Donc ça, c'était des règles. Après, le reste, l'école, voilà. Donc, oui, tu ramenais une mauvaise note Non, jamais rien des choses. Je n'ai pas le souvenir de mon père du moindre reproche sur des mauvaises notes. Et je pense qu'il part pour faire plaisir au professeur ou au directeur de l'école, qui s'appelait M. Benamou, qui était quelqu'un de génial. Mon père allait au rendez-vous, il écoutait, mais je pense qu'il s'en foutait complètement, quoi. Pour lui, il avait arrêté l'école, il avait 14 ans, donc pour lui, ça n'avait aucune importance. Ouais. Et toi, dans la cour d'école, quand ton papa venait te chercher, que M. Benamou recevait Jean-Paul Belmondo pour une réunion, toi là-dedans, tu te disais tout est normal ? Oui, je me disais que tout était normal. Alors d'abord, ce que je dis, en fait, j'ai eu la chance de faire une première partie en Angleterre avec ma mère. Tu es parti à 2-3 ans, hein, voilà, c'est ça ? Je suis parti à 3 ans et demi en Angleterre, donc j'ai fait toute ma maternelle et jusqu'à 11 ans, j'étais en Angleterre, donc la notoriété de mon père était moins forte. J'étais au lycée international de Londres, donc multiculturel, donc des enfants de la France, d'un peu partout dans le monde. Donc ce qui fait que, voilà, on m'a jamais dit « Ah, ton père, c'est Jean-Paul Belmondo », tout ça. Et après, quand je suis rentré en France, je suis resté dans ce cours Alfred de Musset, je suis resté de la 6e jusqu'à la terminale. Donc en fait, il y avait très peu de nouveaux. À part la première année, on n'était pas nombreux dans la classe, ce qui fait que les nouveaux élèves qui arrivaient, voilà, d'un coup, ils disaient « Ah tiens, Belmondo », hop, et puis comme déjà 80% de la classe était déjà la même de l'année d'avant, donc j'ai pas souffert de ça du tout. Ouais. Tu l'as évoqué évidemment, maman, Élodie Constantin. Constant. Alors Constant. Ça, Constant. Mais ça, c'est un truc. C'était son vrai nom ? Son vrai nom, c'est Constant. Et je ne sais pas pourquoi, d'où c'est venu, on l'appelle toujours Constantin. Ah ouais. Et en permanence, moi, alors, chaque fois je corrige, même je vois sur Wikipédia, c'est spécial parce que tu corriges, tu dis Constant, puis il y a quelqu'un qui vient derrière qui écrit Constantin. Et en fait, elle s'appelle Constant, ma mère. En fait, elle s'appelait Renée. Ok. Renée Constant, elle s'appelait. Et mon père l'a appelée Élodie. Élodie. Ouais. Okay. Et tout le monde l'a appelée toute sa vie. En plus, je trouve que ça lui allait. Bon, Renée lui allait très bien aussi. Et Élodie, mon père l'avait appelée Élodie. Donc maman,
Élodie Constant. Constant. Ça, c'est fait. Voilà. Et une rencontre avec ton papa dans les sous-sols des clubs, en fait, c'est ça, parce qu'elle était danseuse, hein, c'est ça? Ouais, elle était danseuse de bebop, donc elle dansait pour Cassel, notamment, Distel, et mon père, donc, qui sortait toute cette jeunesse qui sortait à Saint-Germain-des-Prés, qui allait danser dans les clubs de jazz ou écouter de la musique, et voilà, ils se sont rencontrés comme ça, et c'est devenu sa femme et c'est devenu ma mère. Ouais. 10 ans d'amour, presque, un mariage en 59, un divorce en 65. Si tu devais décrire ta maman? Ah ma mère, c'était quelqu'un d'incroyable. Je pense très souvent, elle a l'image j'ai vu cette interview de Bardot, et c'est vrai que toutes ces femmes de cette époque ont un petit peu la même apparence. Que si on regarde Bardot, Nathalie Delon, elles ont un côté complètement libre. C'était des femmes très, très, très libres, quelque part aventurières, et ma mère en même temps était très familiale. Elle avait ses deux côtés, donc elle avait cette liberté lorsque elle décide de divorcer de mon père. Elle est partie faire le tour du monde, elle a rencontré donc Hugh Hudson, et elle a complètement changé sa vie. On a vécu en Angleterre et après elle est revenue en France. Après elle s'est installée un peu partout. Donc elle avait ce côté indépendant de vivre, d'avancer, de ne pas se poser de questions, cette liberté qu'elle avait, tout en ayant essayé de nous préserver avec mes sœurs. Oui, tes sœurs, Patricia née en 53, 10 ans de plus que toi, et puis Florence en 60, 3 ans de plus que toi. Tu es le seul petit mec. Puis tu as également une demi-sœur, Stella. Et une autre demi-sœur avec ma mère, Charlotte. Et Charlotte, voilà, comme ça toute la famille est réunie. Justement, quand tu pars en Angleterre suivre ta maman, dès l'âge de 3 ans et demi, est-ce que tu sens que c'est une force pour toi que d'avoir été préservé de ce tourbillon médiatique? Non, je m'en rends compte aujourd'hui. La chance que j'ai eue de partir et de vivre en Angleterre. Je suis devenu bilingue très jeune, tout de suite, et ça m'a tellement servi dans ma vie d'apprendre 2 langues. Alors c'est vrai que ça a été un peu compliqué au début, parce que à 3 ans et demi, on commence à parler correctement, on va dire, le français, et d'un seul coup, j'ai dû apprendre une autre langue et m'exprimer différemment. Alors moi, je m'en souviens pas, mais ma mère me dit que j'avais étranglé un enfant au jardin d'enfants parce que je comprenais pas ce qu'il me disait. Ah ouais, ok. Parce que je comprends mal, j'étais complètement perdu. Moi, je m'en souviens pas. Ouais. Peut-être celui que j'ai étranglé, il s'en souvient, mais... Mais il est mort. Puis il est tombé. Depuis. Mais voilà. Mais c'est une chance incroyable, hein, et d'avoir eu 2 cultures. Et puis il faut s'imaginer quand même ce que pouvait être Londres et Kings Road dans les années 65, début 70, c'était juste incroyable. Et cette liberté, je pense aussi en Angleterre, qui est peut-être plus en France, où il y a moins de jugement que ce qu'il y avait peut-être à Paris. Donc moi, je ne le ressentais pas, mais aujourd'hui, je me dis en fait, oui, ça a été super. Et comment le petit Paul a vécu la séparation justement de ses parents? Je m'en souviens pas. Très sincèrement, ouais. Je pense plus mes sœurs ont dû subir le divorce. Moi, j'ai pas de souvenir. J'ai le souvenir d'une dispute rue de Savoie. C'est tout, et tout le reste. Alors, est-ce que je l'ai sorti de mon cerveau comme ça, volontairement, ou juste je m'en souviens pas, mais j'ai pas de souvenir. J'ai des souvenirs de la rue de Savoie, j'ai des souvenirs, pourtant j'étais très jeune, de vivre là-bas, mais après, j'ai pas de souvenir. Et au contraire, mon père est toujours resté très présent avec ma mère, donc il venait nous voir à Londres, on allait en vacances avec lui, on allait passer des week-ends à Paris. Donc j'ai pas de souvenir de scission en fait de la famille. Une relation père-fils assez exceptionnelle, je crois, dans un magnifique documentaire que j'ai découvert, que tu as mené, Belmondo par Belmondo en 2016, il y a 10 ans maintenant. On découvre que ces 2 mecs-là, père et fils, partagent
cette envie de la gagne, mais dans le bon sens du terme, et c'est ce que ton papa t'a inculqué via notamment le sport, hein, c'est ça? Oui, enfin, mon père, ça a toujours été la compétition. Alors d'abord, bien sûr, le sport énormément. J'ai plus de souvenirs de l'équipe, du journal de l'équipe, que de Fab de La Fontaine. Donc voilà, donc j'ai le souvenir de voir mon père lire l'équipe sur son lit. À l'époque, il y avait des pages roses et des pages jaunes, ce grand journal. Donc c'était ça. Et après, c'était, on allait au foot, il fallait gagner au foot, on faisait du vélo, il fallait gagner au vélo. Il y avait toujours de la compétition. Si on jouait aux petites voitures qui se rapprochaient près du mur, il y avait une compétition. Donc il y avait toujours cet esprit de gagner. Et mon père m'a toujours donné cette envie. Et on n'allait pas, on jouait pas au foot pour jouer au foot. C'est-à-dire quand on jouait au foot, je me mettais dans les buts. C'était celui qui allait marquer le plus de buts à l'autre. Donc il y a toujours eu ce côté challenge avec lui. Et au tennis, plus tard, quand j'ai joué avec lui, c'était des parties endiablées. On s'engueulait comme c'était pas possible, parce qu'il trichait comme c'était pas possible. mais voilà, course à pied, c'était pareil. Donc non, il y a toujours eu. Comment tu le comprends ça? C'est pas pour écraser l'autre. C'est quoi en fait? Ah non, parce qu'il n'y avait pas de non, je pense que c'était pour me faire grandir. Je pense que c'était. Et bien sûr que. Petit, il me laissait gagner, donc il y avait pas le... Ah non, bien sûr, des fois je gagnais au foot, je ne pourrais pas gagner contre lui au foot, c'était impossible. Donc il me laissait gagner. Pareil au vélo, quand j'ai 8 ans ou 9 ans que je fais une course de vélo avec lui, c'est évident qu'il me laisse gagner. Donc il n'y avait pas cette volonté. Alors après, en grandissant un peu, oui, parce que c'est vrai, et même lui, il me l'avait dit un jour, parce qu'on se lançait des défis. Et un jour, je ne sais plus où on était, donc il faisait très très chaud. Et donc on décide de faire cette course à pied. Et je reste à côté de lui et je vois qu'il fatigue, mais je décide quand même de le battre. Et là, il m'a dit ce jour-là, il a compris qu'en fait, la différence d'âge faisait que les rôles s'étaient inversés. Donc ça allait être différent. Mais au tennis, non, on a fait longtemps des parties endiablées. Voilà, et dans le docu d'ailleurs, c'est très très drôle, ça m'a fait sourire, cette histoire où tu nages dans la même piscine qu'avec les enfants du prince Albert, hein, c'est ça, de Monaco. Avec Albert. Et tu les as battus, quoi. Oui, j'avais gagné. Quand on voit les photos de l'époque, c'est assez drôle parce qu'on voit une toute petite tête, il y a tout le monde qui était derrière. Donc, voilà, il m'a mis au sport très jeune. Et il était fier. Il était fier, mais j'ai fait du ski nautique, je dois avoir 5 ans ou 6 ans. La plongée sous-marine pendant le Magnifique, j'avais 10 ans. Mais quand j'y repense, je dis, mais il était complètement dingue, quoi. C'est-à-dire qu'à 10 ans, on était au Mexique. Je suis parti avec 3 leçons, même pas une leçon dans la piscine. On est parti sur le bateau, il y avait Jean Lefebvre, il y avait tout le film qui était là, il y avait cette journée de plongée qui était organisée pour toute l'équipe du film. Et me voilà parti à 15 mètres de fond à 10 ans. Donc je me dis, mais voilà, mais en même temps, voilà, j'avais pas cette peur, j'avais cette confiance aussi. Donc ça m'a développé aussi une confiance en moi pour faire des choses. Ouais, exactement. On peut te dire quand même qu'il t'a inoculé, j'allais dire le virus de la voiture. En 74, t'as pas encore 10 ans et tu vis ton premier Grand Prix de Monaco avec ton père. Et puis la chambre juste à côté de vous, c'est pas n'importe qui. Ouais, c'est Jacques Hick, c'est vrai qu'il m'a amené très jeune sur un Grand Prix, c'était à Monaco. Et c'est vrai que le matin, on se réveille et la chambre à côté, c'est Jacques Hick. Donc de balcon à balcon, donc mon père avait pris une chambre qui était sur le circuit et Jacques Hick c'était à côté, donc ils discutent. Et Jacques Hick propose à mon père, si pendant les essais libres, si je veux l'accompagner et aller dans les stands. Et donc me voilà parti avec Jacques Hick et aller dans les stands, ce qui serait totalement impossible aujourd'hui. Et me voilà au milieu du team Lotus. Et je suis resté pendant toute la séance d'essais libres et je me suis dit, voilà, ce que je veux faire dans ma vie, je veux faire ça, je veux être pilote de Formule 1. Donc c'est vrai que ça m'a développé cette passion, ça a été un choc. Et après, c'est vrai que je pensais qu'à ça. Mais je reviens encore une fois à ma mère. Ma mère vivait avec Hugh Watson aussi. Grand réalisateur notamment de Greystoke et Chariot de Feu. Et Chariot de Feu. Et à cette époque-là, il faisait un documentaire sur Juan Emmanuel Fangio.
Donc, pilote. j'étais baigné aussi sur ce pilote-là. Donc, il faisait ce film sur lui. Il partait en Argentine. Ma mère était partie avec lui. Elle revenait. Et donc, il me racontait le tournage, Fangio. Donc, il me montrait des photos. Et ce qui fait que là aussi, j'ai été baigné dans ce milieu-là. Tu crois aux choses de la vie, au destin? Je sais pas, je crois que consciemment ou inconsciemment, on provoque ou on grandit dans les choses. Et ce qui fait qu'après, elles en découlent. Tout le monde, bien sûr, ne va pas à un Grand Prix et se dit qu'il va être pilote de Formule 1 et il devient pilote de Formule 1. Mais je pense que toutes les passions, elles arrivent à un moment donné, je pense jeune, c'est rare que d'un seul coup on se réveille, on se dit on va faire ça. Et un peu comme de l'homéopathie, je pense que c'est des petites doses qui font au chemin de sa vie, c'est là, c'est en soi, et à un moment donné, ça arrive. Donc oui, je crois à ça. Donc je crois que ce que j'ai vécu et la chance que j'ai eue de vivre avec des parents comme j'ai eu m'ont permis d'arriver à faire ce que j'ai fait dans ma vie. Ouais. Et à 13 ans, tu rejoins ton papa à Paris, tu restes vivre avec lui, tes sœurs restent avec ta maman donc, Alors, ma sœur Florence, elle habite, elle est restée en Angleterre, elle est restée au collège. D'accord. Donc, elle est restée en pension en Angleterre. Et Patricia vivait déjà, elle, toute seule à l'époque. Donc, en fait, Charlotte reste avec ma mère, bien sûr. La petite dernière. Et la petite dernière. Et moi je décide d'aller vivre avec mon père. Pourquoi ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que j'étais un peu turbulent, je pense. J'ai tellement de mal à l'imaginer, ça. Ouais, c'est dingue. L'image que tu renvoies est tellement quelqu'un de posé, hyper... mais pas enfin, quand je dis turbulent, j'étais pas le gamin mal élevé qui courait, qui descendait. Non, c'était pas ça. Je pense que voilà, j'étais pas, comme j'ai dit, j'étais pas très sérieux à l'école. Et puis, je pense que j'avais envie de vivre avec mon père. Et je pense aussi que mon père avait envie de m'avoir avec lui. Donc, ça arrive à un moment donné où lui-même déménage. Donc, il quitte le Moulin des Corbeaux à Saint-Maurice pour vivre à Paris. Et le temps il avait acheté donc son appartement rue des Saints-Pères, et le temps des travaux, en fait, on habitait au-dessus de chez mes grands-parents et avec mes grands-parents rue Victor-Considérant. Donc ça m'a aussi permis de mieux connaître mon grand-père, de mieux connaître ma grand-mère pendant presque un an. Oui. Et quelle étude tu poursuis ? Moi, à l'époque, moi j'étais jusqu'au bac, donc j'ai pas été. J'avais aucune. Enfin, les choses étaient tracées dans ma vie, c'est-à-dire que pour moi, soit j'allais être pilote, soit j'allais travailler dans le cinéma. Donc, il n'y avait pas de... c'était... voilà, donc... Et bon, c'est peut-être pas une bonne chose de mon père, d'ailleurs, ni de mes parents. Peut-être ils auraient dû, comme moi je l'ai fait avec mes enfants, de les pousser vraiment sur les études. Et certainement, si j'étais plus sévère avec eux, c'est parce que mes parents ne l'ont pas été avec moi. Et c'est vrai que je m'étais dit, bon, de toute manière... dès que j'ai mon bac, je vais travailler. Et ça a été le cas. Dès que j'ai eu mon bac, j'ai travaillé tout de suite comme assistant sur le film de Gérard Lozier, bien sûr grâce à mon père et à Nouchkine, à Alexandre Nouchkine. Donc j'étais assistant à la caméra. Derrière, j'ai fait la ZESAS. Mais au même moment, en même temps, je continuais ma carrière. Je courais en karting et j'ai fait le Van Life. Donc tout de suite, pour moi, c'était l'école s'arrêtait au bac. J'allais pas plus loin. Que je l'ai, que je l'ai pas, je m'en foutais complètement parce que je travaillais déjà. C'est-à-dire que je suis rentré dans la vie professionnelle tout de suite. Et tu baignais dedans en plus, tous les mercredis, tu accompagnais papa. Tout le temps, j'ai grandi. Jean-Paul Schwartz, il m'a connu enfant. Quand je parlais du Magnifique, j'ai plongé avec lui, qui était le chef-op du film. Je connaissais tout le monde, tous les machinaux. Quand je suis arrivé sur le tournage du film de Gérard Lozier, je connaissais plus de monde, moi, que lui, dont c'était son premier film en tant que réalisateur. Je veux dire que la moitié de l'équipe me connaissait, il m'avait vu enfant. Est-ce que tu te rends compte à l'époque que ton père fait à bout de souffle avec un certain Godard, qui lance la nouvelle vague, qu'il joue avec les plus grands, alors je ne les cite pas tous, mais Bourvil, Gabin, Delon, Sophia Loren, les plus belles aussi, Ursula Andress, avec qui il a vécu d'ailleurs après avoir quitté ta maman.
rien que ça. Ta maman était très belle aussi. Hein. Et puis, la bande à Bébel dont tu parles, Rochefort, Marielle, Noiret que j'adore. Des films incroyables qui sont notre ADN, j'allais dire, de français, en fait, de populaire. Le cerveau, le professionnel, un singe en hiver, l'homme de Rio. Il y a une phrase de Marielle que tu as interviewée et que tu cites dans ton documentaire. On ne s'est jamais pris pour ce qu'on n'était pas comme d'autres acteurs aujourd'hui. Alors justement, toi, tu te prenais pour qui? Le fils de Jean-Paul Belmondo, c'est mon père ou Non. quoi? Non, parce que j'ai jamais été élevé comme ça. D'abord, l'attitude de mon père n'était pas comme ça. Donc forcément, ça découlait sur nous. Mon père s'est jamais comporté en star. Je l'ai jamais vu demander quelque chose, une faveur, dire qui il était. Pas de passe-droit. Il n'y avait pas de passe-droit. Alors bien sûr qu'on a été élevé dans des conditions qui sont 1000 fois supérieures de confort de ce que peut être la majorité des gens. Mais son attitude et son comportement ne l'étaient pas. Donc forcément, nous, on était comme ça aussi. T'étais pas le petit con qui disait excuse-moi, mon père c'est Belmondo. Non, parce que il y avait justement, je prenais le métro, je prenais le bus. Alors plus petit, de temps en temps, justement, quand mes parents, de temps en temps, le chauffeur de mon père m'amenait le lundi matin à l'école, des choses comme ça. Mais après, dès que j'ai pu tout seul aller, on vivait normalement, on voyageait pas en première, on voyageait comme tout le monde. Si on avait une vie confortable, on n'avait pas une attitude différente des autres. Et lui surtout, c'est ça qui est très important, c'est que lui n'était pas différent. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais senti demander quelque chose parce qu'il était Jean-Paul Belmondo. Et surtout, d'abord, il aimait bien nous protéger, il aimait bien être tranquille. C'était pas quelqu'un de mondain, mon père, c'est pas quelqu'un qui allait dans des soirées, dans des fêtes, des choses comme ça. Donc tout ça fait que... et puis après, il nous disait, comme tout le monde, quoi. Je veux dire, le matin, comme tout le monde, on se lève, on va aux toilettes. C'est quelque chose qu'il me disait toujours. Je veux dire qu'on est tous pareils. Hein. Il n'y a pas de... on peut faire croire aux autres et se comporter différemment, mais quand vous rentrez chez vous, on est tous pareils. Donc, non. Et on finit tous pareil. On finit tous pareil, de toute manière. Ça, on arrive tous de la même manière et on repart tous de la même manière. Donc, au milieu, non, on n'a jamais été... et quand il venait me chercher à l'école, c'était mon père qui venait me chercher à l'école. Il n'avait pas une attitude différente par rapport à ça. Tu l'as dit, tu es tombé tout petit dans le cinéma. À 25 ans, tu fais ta première apparition au Cinoche avec ton papa dans ce magnifique film de Lelouch, un itinéraire d'un enfant gâté, et puis ensuite Les Misérables. Mais, tout de même, ta priorité, c'est la Formule 1. À cette époque-là, quand mon père et Claude Lelouch me proposent de tourner dans l'itinéraire et qu'ils ont besoin de quelqu'un pour faire mon père jeune et qui lui ressemble, j'accepte. Pour leur faire plaisir, et puis 2, parce que voilà, ça m'amuse. On va être à Singapour pendant 8 jours, donc ça c'est quand même sympa. Je vais être avec mon père, je vais de nouveau être sur un tournage avec lui et partager ce moment, mais ma priorité c'est la course. J'ai pas de course à ce moment-là, je suis libre, je peux le faire, donc je le fais. Et j'ai pas du tout d'optique à ce moment-là de carrière et de me dire je vais faire une carrière de comédien. Je ne suis pas arrivé au bout de ce que je voulais faire. À l'époque, j'étais en Formule 3000, ce qui est l'équivalent de la Formule 2 aujourd'hui. Et il me restait encore une étape à faire et j'y croyais et je voulais faire ça. Et pour moi, il était impossible de faire 2 choses en même temps et d'un côté d'essayer d'être pilote et de l'autre côté d'essayer d'être comédien. Et cette fois, tu arrives non pas comme le petit gamin avec Jackie X dans les coulisses, mais tu es vraiment sur le circuit de Formule 1 du Grand Prix de Monaco. Est-ce qu'inconsciemment, alors c'est maintenant qu'on peut le regarder comme ça, mais tu te dis ça, je le dois à personne, c'est pas à mon nom? Alors ce serait mentir si je dis que je ne dois pas à mon nom. C'est classe. La notoriété que j'ai eue a fait certainement un choix peut-être par rapport à un autre pilote de niveau équivalent. C'est possible. J'en sais rien.
C'est sûr qu'à un moment donné, lorsque peut-être ils ont réfléchi, ils se sont dit, il y a Paul Belmondo, je ne sais pas qui, on regarde, peut-être on va le prendre lui, il ira aussi vite que l'autre, mais peut-être avec lui on aura peut-être un peu plus de retombées, peut-être, voilà. Donc forcément. Mais après, une fois que j'étais dans la voiture, là personne m'aidait, je veux dire que c'est tout seul, il fallait faire les choses. Après, tout ce que j'ai fait, les courses que j'ai gagnées, je les ai gagnées tout seul. Je veux dire, quand je gagne à Albi, en Formule 3, je gagne tout seul. Quand je gagne au Mans, en Formule Renault, je gagne tout seul. Donc, voilà. Donc, et tu n'es pas épargné par les accidents non plus, c'est pas ton nom qui va te protéger. Non. Donc voilà, donc après, le nom sur ça, il n'a pas aidé. Mais voilà, quand je gagne le volant Elf en Formule Renault, ce jour-là, il y a Jean-François Jaunet, qui était le fils à l'époque des propriétaires de la marque de vêtements Newman. Il entend ça à la radio et il dit « Ah, Belmondo, ça c'est bien ». Et il appelle et il m'a sponsorisé. Donc oui, c'est mon nom qui a fait qu'il m'a sponsorisé ce jour-là. Ouais. Et je remercie Jean-François parce que voilà, grâce à lui, il m'a sponsorisé pendant plusieurs années. Ouais. Et donc oui, le nom a aidé à ce moment-là, bien sûr. Tu crées ta propre écurie de voitures, le Paul Belmondo Racing. Tu vas faire des tas de grandes courses qu'on connaît, les 24 heures du Mans, le Paris-Dakar. Qu'est-ce que tu recherches? Pourquoi tu choisis cette voie-là qui n'est pas la plus simple, mais surtout qui n'est pas la plus sûre? La curiosité. Je pense que c'est la curiosité et l'opportunité de faire quelque chose de différent. Donc ça m'a amené énormément de satisfaction. Mais c'est vrai que peut-être à l'image de mon père ou peut-être ma mère aussi, c'est de faire les choses à un moment donné, j'y vais. Peu importe les conséquences, je ne sais pas où je mets les pieds, mais j'ai confiance en moi et j'ai confiance dans ma destinée. Et j'y vais. Et je dois reconnaître qu'à chaque fois, ça m'a donné raison. Mais le risque, il est là. Oui, le risque, il est là, bien sûr, mais on le vit, on a confiance en soi et c'est autour de soi. Mais on se dit qu'on ne va pas se faire mal. On peut se faire mal, mais on contrôle la situation. Tu es intouchable. Tu penses que tu es intouchable? Non, c'est pas qu'on pense. C'est une sensation qui est... On sait que l'accident est là, on sait qu'on peut se faire mal, mais on ne va pas se faire mal. Pour donner un exemple, dans la grande majorité des cas, quand on a un accident sur un circuit, son premier réflexe, c'est de se dire, c'est essayer de sauver la voiture, c'est de faire en sorte qu'on puisse repartir, et on pense d'abord qu'on va casser la voiture avant soi-même de se faire mal. C'est assez bizarre, sauf dans des cas extrêmes où d'un seul coup on se dit là, ça va mal se passer, ce que j'ai vécu au Dakar. Mais les autres fois, rétrospectivement, on se rend compte qu'on a eu de la chance et qu'on aurait pu se faire mal. Mais sur le moment, on n'y pense pas. Mais voilà, comme je disais, après, c'est vrai, quand on vit un week-end comme Imola en 94, où l'équipe à côté de soi, c'est Ratzenberger et le pilote se tue, il se tue sous nos yeux. C'est-à-dire qu'on est en train de regarder. Moi, je me souviens, j'étais dans les box à ce moment-là, et on regarde et on voit sa voiture, et on ne veut pas croire qu'il est mort. Mais en fait, il est mort. Et donc, le Barrichello, le vendredi, lui, c'est vrai que quand on me propose de prendre le départ du Grand Prix, je dis non, je ne peux pas prendre la place du mec qui vient de se tuer à côté de moi. Je veux dire, ça me paraît totalement impossible de courir à la place de lui. Donc je ne prends pas le départ, ils partent à 25 au lieu de partir à 26. Et puis arrive l'enchaînement de ce week-end avec l'accident du départ, la roue dans le public, Senna qui se tue, Alboreto qui renverse des mécanos. Enfin, quand on réfléchit aujourd'hui, tout ce qui s'est passé sur ce week-end, et on se dit, mais ils n'ont jamais arrêté la course. Enfin, la course aurait dû déjà être arrêtée dès la mort de Ratzenberger. C'est-à-dire que dès la mort de Ratzenberger, on aurait dû dire, bon, c'est bon, le week-end, il s'arrête là, c'est terminé, quelqu'un vient de se tuer. Mais on est encore dans ce qu'était la course d'une certaine époque où la mort était normale. C'est-à-dire que de se tuer sur un circuit, c'était normal, on se tue, voilà. Senna, je pense qu'ils auraient dû aussi arrêter la course. C'est-à-dire que là, on arrivait à un moment donné, c'était trop. Mais voilà, après, mais grâce à tout ça, beaucoup de pilotes ont eu la vie sauve, parce que beaucoup de choses ont changé sur la sécurité, jusqu'à l'accident de Jules Bianchi, donc qui a son accident au Japon. Et là encore, beaucoup de choses ont changé et ont fait que Romain Grosjean est toujours vivant. Je ne peux pas ne pas faire le parallèle avec, comment je pourrais dire ça, le crapahutage de ton papa partout dans ses films. Tu vois pas un parallèle, toi?
ces deux mecs-là qui jouent aussi avec leur vie pour la passion, en fait. Je pense que je crois que c'est cette même approche, ce que je viens de dire, c'est de ce côté d'avoir confiance en soi, confiance dans les autres et de faire les choses. Quand mon père, il avait une totale confiance en Gilles Delamarre, donc c'était lui qui réglait les cascades à l'époque. Et quand il décide de traverser sur ce filin, il pense un petit peu à tout, mais il oublie une chose, c'est qu'en fait, d'abord, le fil est très très fin. Donc, ce qui fait que la prise est très difficile et qu'il risque d'avoir des crampes. Et puis, c'est ce qui se passe, quoi. C'est que d'un seul coup, il se retrouve, il est au milieu entre deux immeubles à Brasilia avec, je sais pas, 60 mètres ou 80 mètres en dessous de lui. Et il faut qu'il revienne. Et ce qui est filmé, quand on le voit revenir tout doucement avec en fait, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il est réellement en train de souffrir pour essayer de revenir alors que peut-être quelqu'un de normal aurait lâché. Sans aucune protection. Il n'y avait rien du tout. Il était accroché, il n'y avait pas un filin, il n'y avait rien qui le retenait. Donc ce chariot qui casse, qui est un petit peu un appui qu'il avait pour traverser, il ne l'a plus. Il faut qu'il se débrouille pour revenir. Donc il revient centimètre par centimètre avec Delamarre qui lui dit mets ta main, tu vas le faire, tu vas y arriver, et puis mon père revient. Mais il y a toujours ce côté Belmondo aussi. Ouais, c'est pas grave, ça s'est bien passé, tout va bien. Quand on arrive avec ma sœur au Mexique pendant le tournage du Magnifique, il a le pied dans le plâtre. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il venait de faire la veille la cascade avec la voiture avec Jacqueline Bisset. Alors là, il n'y avait pas Rémi, il n'y avait pas Julienne. Il n'y avait pas Rémi Julienne, il n'y avait pas Gilles Delamarre, il n'y avait pas Claude Cariès sur le film. C'était une équipe locale au Mexique. Et donc, ils brèguent la cascade. Ils mettent, à l'époque, ils sautaient dans des cartons quand on sautait de haut ou quand on sautait d'une voiture. Donc, ils mettent les cartons pour à peu près pour qu'ils sautent en fait aux alentours de 60-65 km/h. Ils partent, Jacqueline Bisset est au volant et il lui dit tu roules à 65-70 maximum. Et elle dit 65-70, ouais 65-70, ok. Il saute, il traverse tous les cartons, il s'explose la cheville. En fait, la voiture était en miles. Donc en fait, bien plus. Donc il a sauté à 110 au lieu de sauter à... Donc il s'explose. Mais voilà, il nous accueille, c'est pas grave, il a continué à tourner, le film s'est pas arrêté. Ils ont adapté le film, il fait toute une partie du film, on le voit avec des béquilles. Donc ils ont changé le plan de travail. Donc toute la partie où il est avec son Panari, où il marche en béquille avec Karpov et tout ça, en fait, il a vraiment le pied en l'air et le film a continué. Mais il y a toujours ce côté, voilà, tout va bien, allez, on continue, on y va. Il n'y a pas ce côté, justement, de se dire, je suis Belmondo, on arrête tout. Il n'y a pas ce côté chochotte, quoi. Donc j'ai été élevé dans ça, oui. Pourtant, ton père te dira, quand tu es sur les circuits et que tu as eu des accidents, tu devrais être acteur. Arrête de faire l'idiot. Sois comédien maintenant. Il est gonflé. Il me l'a toujours dit. Toujours, mais il ne m'a pas empêché. Ouais. Quand j'ai mon accident à Albi, je me fais renverser par une voiture, je me retrouve à l'hosto, la gueule complètement ouverte, plus de dents, ouvert de partout. Pas une fois il m'a dit t'arrêtes, c'est terminé, c'est fini, maintenant c'est stop. Il me dit rien. Je fais mon anniversaire, enfin je reste 3 jours à l'hôpital, je reviens à Paris, c'était juste avant mon anniversaire, il fête mon anniversaire, machin, et une fois que le médecin, j'avais eu le nerf vestibulaire qui avait été touché, donc j'avais plus d'équilibre, une fois que j'ai passé les tests et que j'avais récupéré l'équilibre, j'ai recouru, il m'a rien dit. Bon, j'ai fini 3e de la course, donc il pouvait rien me dire, parce que dès mon retour en Formule 1, j'ai fini 3e, j'ai fait le podium. Donc voilà, il m'a toujours laissé faire, aller jusqu'au bout. Je pense qu'il devait être mort d'inquiétude. J'imagine ce que mon père a dû penser regardant le Grand Prix d'Imola. Il devait être terrorisé. Alors il me disait toujours sous le côté de la boutade, tu devrais être comédien, tu as la gueule pour être comédien, tu devrais être acteur. Je pense que quand je reviens sur Les Misérables, la même chose, il doit se dire, bon, j'essaye de lui redonner de l'envie. Mais non, au contraire, il venait m'encourager sur les circuits. Mais il ne m'a jamais dit non, stop. On ne se plaint pas chez les Belmondo. En tous les cas, on ne le montre pas. Non. Pudique. Et pourtant, vous n'avez pas été épargné
par la vie. D'ailleurs, c'est dingue, mais moi j'ai découvert, en fait, en préparant ton interview, que tu avais perdu ta sœur aînée, Patricia, en 94. Elle allait avoir 40 ans et toi, 30 ans. Tu peux nous dire ce qui s'est passé ? Oui, ma sœur malheureusement est morte dans son appartement suite à un incendie. Donc c'est quelque chose de difficile. Et une fois de plus, je repense à mon père qui a vécu ça, qui était au théâtre, qui a joué le soir au théâtre tout en sachant que sa fille venait de mourir. Pour moi, c'était bien sûr quand on perd, même si nos relations Patricia était quelqu'un de très indépendante et qui était avec nous par période. Mais voilà, c'était ma sœur et je me souviens encore d'elle quelques jours avant, de l'avoir croisée dans la rue et de lui parler. Et puis voilà. Mais malheureusement, il y a des gens où quand on vous annonce un accident, vous vous dites « ouais, ça devait arriver ». On sait qu'à un moment donné, quelque chose va se passer dans leur vie parce qu'ils vivent comme ça, parce qu'ils sont comme ça. Et malheureusement, elle avait déjà eu des accidents de voiture, elle avait déjà eu des choses comme ça. Et on se dit, tiens, ouais, on est triste, on est effondré parce que c'est ma sœur. Et en même temps, on se dit, ouais, ça devait finir comme ça. Tu le sentais ? Oui, on le sentait tous, on savait tous. Mon père, pareil. Et ma mère, je pense que la même chose. Ça a été, c'est terrible de perdre un enfant. Et c'est une fois de plus, en grandissant, qu'on se rend compte de la douleur de ses parents, de ce que ça peut être. C'est des choses que, sur le moment, on ne s'en rend pas compte. Sur le moment, voilà, j'ai plus compris la souffrance de mon père quand il perd son père ou quand il perd sa mère que pour ma sœur. Parce que d'un seul coup, c'est sa chair qui part. Et ça, c'est pas dans la chronologie de la vie. C'est-à-dire qu'on ne doit pas partir avant ses enfants. On a été élevé et habitué à ça. Et donc, ouais, c'est plus tard, après. Ouais. Mais bon, Patricia est toujours là. Je pense souvent à elle. Ouais. Dans son livre, ton papa, son autobiographie « 1000 vies valent mieux qu'une », il a ces mots. On ne peut pas perdre un enfant, c'est interdit, contre nature. On meurt avant ses enfants. C'est ce sens que le cours des événements doit suivre, sinon on devient fou. Cette peine-là ne se porte pas, elle vous porte, elle est irrémédiable, absolue. Ce chagrin-là ne se dépasse pas, il demeure. Heureusement, je ne suis pas seule. Il a vous, votre famille, mais il a aussi son public, comme tu le dis ce soir-là. Le 31 octobre 93, il est sur scène pour jouer un vaudevillain. C'est pas n'importe quoi, on va se marrer. Et c'est son médecin qui lui dit « Si vous ne jouez pas maintenant, vous ne jouerez plus jamais ». Comment tu embrasses cette énergie de vie ? Comment tu la comprends pour lui ? Je la comprends. Je veux dire que c'est une manière de surmonter la douleur, c'est une manière de surmonter le deuil. Les comédiens, les saltimbanques, quoi qu'il arrive, ils jouent. Malade, pas malade, perte d'un proche, pas perte d'un proche, du public, pas de public. Ils jouent. Et je pense que ce soir-là, c'est vrai que si il ne monte pas sur scène, je pense que sa souffrance aurait été encore plus forte. Donc il y a eu un moment donné où on sort complètement de ça. Il jouait tailleur pour dames. Feydeau. De Feydeau. En plus, c'est très difficile de jouer du Feydeau. Et il l'a joué. Et c'est vrai que voilà, soutenu par les autres comédiens. Et pour lui, voilà, ça a été une manière. Et il faut rejouer le lendemain. Donc quand ma mère est décédée, j'ai joué le soir aussi. C'était un hommage aussi ? C'était de dire mon père l'a fait, je vais le faire ? Non, c'est pas parce que mon père l'a fait que je l'ai fait, non, bien sûr que non. C'est de dire, en fait, il faut jouer. En fait, on n'a pas le choix. Il faut jouer. Le public est là, ils ont payé leur place. Ouais. Ça n'est pas une excuse de ne pas jouer. En fait, c'est ça. C'est la gagne ?
C'est ça les Belmondo aussi, non? C'est vas-y. Non, je pense pas que c'est la gagne. Je pense que c'est le devoir. On est là, quand vous êtes sur scène ou au cinéma, vous êtes là parce qu'il y a du public. S'il n'y a pas de public, vous êtes personne. Donc, vous jouez. Toi-même, tu es un papa de 3 enfants. Tu en as parlé, Alessandro en 91, qui est chef cuistot, je crois, non? C'est Ouais. ça? Victor en 93, le seul des 3 qui est comédien, et puis Giacomo qui est né en 98. Ouais. T'es grand. Bon, Giacomo, peut-être il sera comédien, je Ah sais ouais? pas. Moi, je pense qu'il le sera. Tu le sens? C'est juste lui, je pense qui n'a pas encore décidé de faire le pas. Donc, il a fait une école de cinéma comme Victor, il a fait les EC, mais lui en spécialisation en production. Il travaille donc à la régie, mais je pense qu'il a le physique, il a la personnalité, et je pense qu'il pourrait le faire aussi. Mais on verra, peut-être ça viendra plus tard. Je pense que ça viendra plus tard. Mais aujourd'hui, c'est Victor qui est, bien sûr, qui est le comédien et qui fait ça merveilleusement. Ouais. T'es fier, hein? Bien sûr que je suis fier, mais comme je suis fier d'Alessandro, comme je suis fier de Giacomo, je suis fier des 3. Voilà, je suis heureux pour lui qu'il réussisse dans ce métier pour l'instant et qui s'épanouisse dans ce métier. Je suis ravi de ça. Non, je suis ravi. Il a tout fait pour réussir. C'est un travailleur. Il a beaucoup de talent, beaucoup de sensibilité dans son jeu. Et en même temps, il a le physique de mon père avec un jeu complètement différent. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant. Et son nom n'a pas été trop lourd à porter? Je pense que c'est compliqué, ça reste compliqué, je pense que... Il aurait pu changer de nom d'ailleurs. Ouais, mais bon, avec la gueule qu'il a, ça aurait été compliqué quand même. Il ressemble à Belmondo. on lui aurait dit ça. Je pense qu'on lui aurait dit, tu ressembles à Belmondo trop, quoi. Donc, non, et puis il a assumé ça. Il assume, il est fier de son nom, mais c'est vrai que il y a toujours ce côté de dire le réflexe, c'est plus facile pour lui, voilà. Donc il y a toujours ce truc qui est... Mais sincèrement, j'ai l'impression qu'il a surmonté ce côté-là. Même si souvent on lui rappelle dans des interviews, on lui dit, on lui parle de son grand-père et peut-être un peu moins de ce qu'il fait, même si ça a quand même tendance à changer aujourd'hui parce que sa carrière commence à être quand même très étoffée. Mais c'est vrai que c'est comme pour moi, ça facilite les choses et ça les complique d'un autre côté. Donc, j'espère qu'un jour, mais ça viendra, ça sera que Victor Belmondo. Oui. Ouais, les critiques, c'est compliqué, fils d'eux. Oui, mais il a des bonnes critiques, c'est ça, je lui dis toujours, écoute, moi, tu as une bonne différence avec ton grand-père, c'est que tu as beaucoup de bonnes critiques. Alors les critiques sont nettes, s'ils jugent ça de leur manière, et je ne pense pas qu'ils décident de descendre ou d'embellir quelque chose parce que il y a un nom. Donc je pense qu'ils vont voir un film, il aime pareil. Je pense que peut-être ce qu'aiment les critiques, c'est de voir, c'est qu'il va sur des films pas faciles, justement. Il va dans la difficulté, il les réussit. Alors c'est difficile pour lui, mais voilà, donc c'est quelqu'un qui fait les deux. D'un côté, il fait des films plus populaires, et de l'autre côté, il fait des films d'auteur plus difficiles. Ouais, quand tu parles des critiques, c'est quand même assez incroyable d'y penser, mais on encense toujours ceux qui ne sont plus là. C'est tellement difficile de les encenser quand ils sont vivants. C'est ce qu'on découvre au fur et à mesure. Et quand on se rend compte que ton père n'a jamais eu de récompense, mis à part celle du César du meilleur acteur pour Itinéraire d'un enfant gâté, qu'il avait d'ailleurs balayé remarquablement d'une main en disant c'est un peu tard, non, vous ne trouvez pas? C'est quand même dingue aujourd'hui, cette société où justement on n'arrive pas à mettre en avant celles et ceux qui brillent dans les yeux du public. Mais parce que je pense qu'il avait, alors jeune, il avait eu des prix, mais il n'avait pas eu, justement, quand il y a eu les Césars, et les Césars, il s'y est toujours opposé d'une manière très féroce, et au moment où les Césars arrivent, c'est vrai qu'il fait un cinéma populaire, et ce cinéma populaire est dédaigné complètement, et pourtant, et c'est Coluche, quand il a reçu
son prix avec Ciao Pantin qui lui fait hommage et qui dit si aujourd'hui on peut faire des films comme ça, il faut remercier des gens comme Belmondo et Delon qui rapportent de l'argent et qui donnent, et ce qui fait que le CNC a de l'argent pour financer ce genre de film. Donc, et quel mépris pour le public. Et pour le public, c'est un mépris total parce que le public, ils sont des millions à aller les voir et on leur dit non, c'est de la merde. Vous n'en faites pas partie. mais je pense que la vraie blessure qu'il a eue, c'est bien sûr le conservatoire, où on ne lui donne pas le prix d'interprétation. Et je crois que c'est Pierre Vernier qui le dit dans le doc, où il dit on lui donne un deuxième accessite, c'est-à-dire qu'on lui fait remarquer une deuxième fois qu'il ne vaut que ça. C'est-à-dire que vous ne serez jamais comédien, vous n'êtes qu'un accessite. Donc vous ouvrirez et fermerez des portes, c'est tout ce que vous pourrez faire. Donc c'est ce qu'on lui lance comme message. Donc la force qu'il a, c'est de continuer, c'est de réussir, et puis quelle carrière derrière. Mais par exemple, je sais que ça l'avait marqué à l'époque, quand il revient quand il fait Keane, où il est juste éblouissant, où tout le monde le trouve fantastique. C'est un succès énorme, c'est un risque en tant que producteur, parce qu'il se produit lui, où il est producteur coproducteur de la pièce avec Gilbert Couillet. Et les Molières l'appellent et ils lui demandent s'il ne veut pas être président de la soirée des Molières. Il dit, mais alors, si je suis président, ça veut dire que je ne suis pas nommé. Et ils lui répondent, oui, mais tu sais très bien que toi, tu es au-dessus de ça. Ah là là. Donc, c'était totalement injuste. C'était totalement injuste de lui dire ça, alors que c'était le plus gros succès théâtral à Paris cette année-là. Dans quelque chose excessivement difficile qui était Keane, où il excellait totalement. Les critiques avaient été très bonnes et surtout le public, ça avait été énorme. Donc voilà, il y a toujours ce côté-là qui alors après, bon, il s'en foutait sans s'en foutre, mais je sais que ça, le théâtre était quelque chose auquel il tenait beaucoup, surtout que quand il fait Keane, il a racheté le théâtre des variétés, donc il est directeur de théâtre d'un côté, il a acheté un théâtre, il fait vivre le théâtre, et de l'autre côté, on lui dit, mais non, mais toi, pas besoin de te donner le prix. Donc ça, tu as en tête, j'imagine, tout ça, tout cet écosystème-là, notamment depuis que tu es de retour sur scène, notamment dans Complètement Space, actuellement, avec Valérie Mérès et Sandrine Quétier. C'est un peu déjanté, hein, c'est ça Complètement Space, c'est complètement déjanté, oui, parce que voilà, ça change, c'est différent de ce qu'on peut voir du théâtre. Et c'est vrai que là, c'est une pièce d'enfermement où on est dans une capsule qui part sur Mars. Et en fait, on est en 2082. Et en fait, il faut aller chercher cette plante. Et le seul moyen de financer, un peu à la Elon Musk ou à Jeff Bezos, il faut un jeu concours. Et un couple lambda gagne le voyage et partent dans l'espace avec des scientifiques. Voilà. Et après, ça continue à partir un peu de travers. En tout cas, on voit que tu t'éclates, hein, notamment sur... Ah oui, moi je prends beaucoup de plaisir à jouer mon rôle de Michel le soir, qui est un vrai Michel. Et la pièce Papas aussi, sur les non-dits familiaux ? Oui, pareil, la pièce Papas, c'est la même chose. En plus, c'est drôle de jouer. Je joue donc le mari de Nadège Mézia, qui est aussi la femme dans la vie de Christian Vadim, où elle annonce, en fait c'est la suite de la première pièce où elle annonçait en fait, qu'elle avait 3 papas et qu'elle ne voulait pas choisir lequel des 3. Et là, on est plus tard où en fait elle leur annonce qu'elle va se marier, mais non seulement elle va se marier, mais en plus elle va se marier avec un homme du même âge qu'eux. Donc ce qui est déjà, alors je ne sais pas parce que je n'ai pas eu de fille, mais j'imagine que déjà, quand un père, ta fille vient t'annoncer qu'elle va se marier, il doit y avoir une certaine jalousie, une fierté, et en même temps de se dire « mon petit bébé, il s'en va ». Et là, en plus, c'est avec un homme aussi vieux qu'eux, donc inutile qu'ils ne sont pas très contents. Mais après, il y a ces non-dits familiaux, c'est là aussi, c'est intéressant. C'est ce côté, dans les familles, très souvent, on cache des secrets, parce qu'on veut protéger la personne à qui on les cache pour ne pas la blesser. Et en fait, on la blesse beaucoup plus, parce qu'en fait, il ne va pas comprendre pourquoi on lui a caché ces choses-là. Donc c'est aussi sur ça, et je trouve que la pièce est bien écrite, mais c'est vrai qu'avec Christian Vadim, Édouard Montout, Bernard Fructus, Nadège et Jessica Monpiou, on rigole énormément et on reprend cet été de nouveau la pièce. Donc, ça aussi c'est classe, hein. Ici tout le monde. Voilà. Ouais, tout le monde. Enfin, en tout cas, bravo.
C'est rare. On n'est pas tout seul sur scène. Ben ouais, mais autant le dire. Voilà. Et puis, alors, raconte-moi. Demain nous appartient. Oui. Alors, tu es un nouveau personnage. Et alors, pourquoi l'aventure de Demain nous appartient sur TF1 ? Mais pareil, c'est la curiosité, c'est la même chose. Il m'avait déjà proposé l'année dernière et l'année d'avant. Mais malheureusement, je ne pouvais pas parce que je jouais. Il se trouve que Christian Vadim est rentré dans Demain nous appartient pendant qu'on faisait les répétitions de Papas. Et j'ai tiens, donc du coup, j'ai regardé un peu parce que forcément, un ami rentre sur la série. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et puis voilà, et puis là, ils m'ont rappelé, ils m'ont demandé est-ce que je suis libre. J'ai dit oui, là la période c'est bon, à part un jour, mais on devrait s'arranger. Et alors comment tu t'organises ? Ça a déjà commencé là, c'est ça ? Ça y est, j'ai tourné, mais là ça commence et ça va être diffusé la semaine prochaine. Donc mon apparition arrive la semaine prochaine. Okay. C'est important pour toi, le populaire ? C'est ce Bien sûr. Tu as reçu aussi en ADN. Hein. Quand je suis en tournée, le public, il est là, quoi. Je veux dire, mais, comme j'ai dit tout à l'heure, sans le public, on est personne. Je veux dire que si vous allez... voilà, je veux dire que et Valérie Mérès, tous les soirs, elle les remercie. Je veux dire que sur scène, elle les remercie parce que sans eux, on n'existe pas. Donc c'est vrai que Demain nous appartient, c'est une série populaire. Donc parce que c'est populaire, il ne faut pas le faire. Ça veut dire que ce public-là n'a pas le droit d'avoir des comédiens de notoriété parce que c'est populaire. Non, pas du tout. Les quotidiennes, c'est un type de série. Les unitaires, c'est un autre type de série. Les gros 90 minutes de Netflix, c'est un autre type de série. Et puis, et pareil, le théâtre. Ce que je veux dire que il y a tous les théâtres. Regardez Avignon, qu'est-ce que c'est Avignon ? Avignon, c'est tout le théâtre. C'est-à-dire que vous avez des trucs complètement populaires qui sont là. Vous avez la pièce qui va être jouée dans le Palais des Papes. Donc là, c'est le théâtre. Mais c'est tout ça. Il y a un public pour tout. Explique-moi comment un Paul Belmondo et son père, justement, sont restés tellement terre à terre, alors qu'aujourd'hui, on voit tout de même que dans le monde du cinéma, certains prennent la grosse tête, peut-être alors qu'ils ne la méritent pas. Je ne sais pas pourquoi ils la prennent, parce que c'est les gens autour, c'est parce que comment... je peux comprendre qu'on peut prendre la grosse tête. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une éducation et j'ai la chance d'avoir eu comme père, certainement, un des plus grands comédiens français et qui était normal. Donc, j'ai ça. Et puis, si mon père était là et si j'avais commencé, je pense qu'il m'aurait mis une tape derrière la tête et il m'aurait dit quelque chose. Mais je peux comprendre, vous êtes choyé sur un film, on vient vous chercher à votre hôtel, on vous amène, on vous donne à manger, on vous amène le café, le truc, le machin, on vous habille, on vous maquille, on vous démaquille, le public vous adore, on vous paye bien. Donc je peux comprendre que d'un seul coup, quelqu'un peut perdre la tête sur ça, ou d'un seul coup s'échapper et penser que, voilà. Mais heureusement, c'est pas le cas de tous les comédiens, je veux dire et puis très vite, ils sont ramenés à la réalité, parce qu'à un moment donné, quand le téléphone ne sonne plus, quand on ne vous appelle plus, quand vous ne pouvez plus jouer, vous dites merde, qu'est-ce qui se passe ? Tu seras là pour Victor ? Ah ben bien sûr. Non, mais j'ai pas de souci avec Victor. Tu te tapes derrière la tête ? Il n'y a pas de problème. Il sait bien et notre vie. Je veux dire que Victor, voilà, il n'y a pas. Il sait ça. Je crois que le problème de notre époque aujourd'hui, c'est que d'un seul coup, on mélange tout, quoi. C'est-à-dire qu'on mélange le comédien, on mélange les réseaux sociaux, on mélange la politique, tout est mélangé. Et d'un seul coup, les gens peuvent perdre le fil. Je le comprends. Enfin, personnellement, je leur en veux pas. Je me dis, bon, voilà, mais tôt ou tard, vous revenez sur Terre. Donc, il vaut mieux revenir en douceur, c'est plus facile que de tomber d'eau. Ouais, c'est souvent l'effervescence justement de cette vie publique qui est quelquefois difficile à porter. Regardez Cannes, d'un seul coup, regardez Cannes. Alors c'est vrai, mais voilà. Après, vous avez des gens, ils sont mondialement connus, quoi. Je veux dire. Et puis il y a aussi le côté star system. Après, il y a aussi ce côté d'entretenir ça. Certains jouent de ça pour
continuer leur carrière, ont besoin de ce côté un peu star system. Voilà, on fait croire, mais voilà. Mais si vous avez du talent, si vous êtes bon, vous n'avez pas besoin de tout ça. T'as jamais souffert justement du fait que cette vie-là, cette vie dans laquelle tu grandis aujourd'hui, t'évolues, et puis la vie que tu as eue en enfance t'est un peu échappée. Je veux dire, je me souviendrai toujours évidemment du décès de ton papa. Ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, toi, tu as perdu ton père. Nous, on a perdu un des grands comédiens, mais on t'a volé cette mort-là? Non, parce que justement, on est resté à ce moment-là. Alors c'est vrai qu'il y a en fait, il y a deux moments alors, quand mon père décède, on est là, on est avec lui, donc ça c'est, je dirais, comme beaucoup de gens, comme tout le monde, ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a ces funérailles nationales qui sont décidées. D'un côté, on est heureux au début, on ne pensait pas à ça, on pensait juste une messe, et puis voilà, et puis on nous propose, et on réfléchit. Et d'un côté, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on accepte, on n'accepte pas, et puis après on se dit, c'est vrai, en même temps, voilà, il était aimé par beaucoup de gens, et s'il y a ces funérailles nationales, il faut que le public ait accès aussi. Ouais. Il ne faut pas que ça soit quelque chose que pour une certaine élite de personnes, un honneur, et pas d'autres, et pas son public. Donc c'est pour ça que c'était important qu'il y ait cette ferveur, qu'il y ait cette possibilité, et que le public puisse venir et lui dire au revoir. Mais ça a été au-delà de ce qu'on avait prévu, puisqu'à un moment donné, je crois que c'est à 5 h du matin, ils ont dû dire, bon, on arrête, on est désolé, il y a la messe le lendemain, plus intime, même si elle n'était pas complètement intime, mais là c'était une messe plus intime avec les gens du cinéma et la famille, et voilà. Donc il a eu les deux honneurs, mais on ne pouvait pas faire autrement. Ton papa qui s'en va, et ta maman qui va également partir. Tu as eu cette phrase absolument bouleversante lors de l'interview donnée à Alexandra Gabriel dans ABC Talk. On reste un enfant tant qu'on a ses parents. Quand on perd ses parents, on n'est plus un enfant. Ben oui, parce qu'en fait, c'est juste. Tant qu'on a ses parents, on a ses parents. On a l'impression qu'on a leur protection, on a l'impression qu'ils sont là. On a l'impression que, voilà, papa, maman, on est toujours un enfant. Et puis le jour où ils ne sont plus là, on se rend compte, en fait, non, c'est terminé. Même s'ils restent dans nos têtes et dans nos vies, ils sont toujours présents, ils sont toujours là, mais ils ne sont plus là physiquement. On n'a plus cette possibilité d'aller les voir et de parler de ses problèmes, de ses joies, de sa vie, de montrer ses enfants, de partager des moments. C'est fini, tout ça, c'est terminé. Donc d'un seul coup, on devient soi-même les parents de ses enfants, complètement. Et c'est eux, du coup, qui vont s'appuyer sur nous. Et on est les prochains. Et on est les prochains, bien sûr. On se dit, voilà, la roue, elle tourne, le temps, il passe, et profitons-en, parce que voilà, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Et d'un seul coup, on se dit, tiens, mince, la vie avance. Tu as posté une très très belle photo, comme quoi quelquefois Instagram, c'est chouette, de papa et maman, et tu as écrit cette légende, ma mère et mon père ensemble pour l'éternité, quoi qu'ils fassent. Oui, parce que est-ce qu'on se rassure avec ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont là-bas en train de se faire un bon petit... Est-ce que c'est la réalité? C'est ce que je me dis. Je veux dire qu'aujourd'hui, voilà, quand Pierre Vernier est parti l'année dernière, je me suis dit, bon, voilà, ça y est, ils sont tous autour d'une table en train de manger, en train de rigoler, en train de faire des conneries. Et pareil, je me suis dit, voilà, ma mère, elle est là-haut, elle est... certainement, voilà, il se voit, elle est avec ses amis aussi, sûrement. Mais je pense qu'on se rassure avec ça. D'autres personnes pensent que c'est terminé, que c'est fini. Moi, j'ose espérer qu'il y a ça. Je me dis, voilà, que j'espère que... Mais on croit, enfin... je pense que c'est bien d'y croire, en tout cas. Ouais, ça fait pas de mal d'y penser, en plus. Non, pas du tout. Un chemin qui se poursuit seul désormais, avec une année 2024 compliquée, hein, on l'a vu partout. Ça aussi, c'est difficile, je pense, quand on est un personnage public, de voir partout que oui, vous êtes séparés avec la maman de tes enfants. Oui, c'est difficile parce qu'on ne veut pas ça.
ni pour soi, ni pour ses enfants. Ouais. Parce que justement, c'est quelque chose, on n'a pas envie, et c'est quelque chose qui vous échappe et que vous ne contrôlez pas. Et ça, c'est très difficile. Même si vous vous dites, mais bon, après, il faut parler, il faut discuter, et c'est la vie. Mais une fois de plus, il y a des choses plus graves dans la vie. Je veux dire que ça, c'est dur pour son ego, ça, c'est dur pour ses enfants de se dire, bon, ils subissent ça. Mais après, bon, voilà, c'est son ego qui en prend un coup. Je l'ai déjà dit, il y a des gens qui ont des vrais problèmes dans leur vie. Il y a des gens, ils rentrent chez eux le soir et ils ne savent pas comment les nourrir, leurs enfants. Ça, c'est des vrais problèmes de la vie. Il y a des gens, ils n'ont pas de boulot, ça, c'est des vrais problèmes de la vie. Il y a des gens qui dorment sous des tentes, ça, c'est des vrais problèmes de la vie. Subir ce qu'on subit quand on est une notoriété, oui, c'est dur. Oui, c'est de se dire, c'est dégueulasse parce que des journaux se servent de ça pour faire de l'argent, ou pour faire des clics sur les réseaux sociaux. Putaclic, on appelle ça. Et il n'y a que ça, en fait. Et c'est rien d'autre. Ouais. Sans penser le mal que ça peut faire à côté. Donc oui, ça fait mal, oui, c'est dur à vivre, mais après, on est vivant, on est là, je fais le métier, je travaille, j'ai des enfants, tout va bien, quoi. Donc il faut se raccrocher à la réalité et aux vraies choses de la vie. Et c'est ça qui permet d'avancer, en fait. Très juste. Je ne suis pas du genre à me plaindre, je garde mes problèmes pour moi et je les combats seule. Voilà. Oui, alors on me l'a souvent reproché. On m'a souvent reproché mais ça, je le tiens de mon père. Mon père, j'ai jamais vu mon père se plaindre une seule fois dans sa vie. Jamais. Même s'il a eu des moments difficiles, jamais. Et c'est quelque chose où je suis pareil. Je veux dire qu'un problème, alors c'est pas bien parce que souvent il vaut mieux les extérioriser, il vaut mieux en parler des problèmes. Mais moi, j'ai ce côté de les prendre sur moi, de les accepter et d'avancer. Mais ça m'a aidé dans les situations que j'ai vécues récemment, parce que je suis prêt à encaisser ces choses-là et j'étais prêt à le prendre. Même je peux vous dire qu'à des moments, on a envie de dire non, c'est pas vrai. Mais si on fait ça, oui. on fait que alimenter la situation. Tu rentres dedans. Donc voilà. Après ça, c'est des choix. Mais je respecte après ceux qui ont besoin de répondre et qui ont besoin d'aller dire non, les choses ne se sont pas passées comme ça. Non. L'acteur Jean Dujardin, que beaucoup ont vu comme le successeur de Belmondo, a dit ces mots à propos de ton papa. Il était doué pour la vie. Est-ce que toi, Paul Belmondo, tu es doué pour la vie ? Je ne sais pas, en tout cas, je suis heureux dans ma vie. Donc, est-ce que je suis doué pour la vie ? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je suis heureux dans ma vie. Et je suis... voilà, comment ne pas être heureux dans la vie ? Je veux dire que chaque soir où je joue, je remercie Dieu d'être sur scène et d'avoir cette joie de pouvoir jouer d'être là. C'est important. C'est un choix de bonheur, parce que tu pourrais aussi dire ton père te manque trop, ta mère te manque trop, ta sœur est partie. Tu pourrais aussi te dire ça va me lester. C'est toi et personne d'autre qui a décidé de continuer. Oui, mais une fois de plus, c'est le chemin de notre vie, quoi. Je veux dire que la vie, elle est comme ça. Si on se morfond sur ce qui nous arrive et on se dit « oh là là, c'est terrible », non, oui, la vie est dure, oui, c'est des moments difficiles, mais il faut avancer. C'est très important d'avancer. Alors après, mais une fois de plus, je peux comprendre des gens qui n'y arrivent pas, à avancer, la douleur est trop forte et qui tombent dans une dépression et qui ont ce mal-être. Et c'est très difficile d'en sortir. Donc voilà, après, mais une fois de plus, j'ai vécu sur ce côté, mon père, mon grand-père, mon grand-père, je l'ai vu travailler jusqu'à la fin de sa vie. Je veux dire, il était à l'hôpital, il avait ses dessins, il travaillait, il continuait à travailler. C'est-à-dire qu'il y a ce côté d'avancer toujours et d'avoir plaisir de ce qu'on fait. Et ton papa qui avait un AVC, à qui on avait dit tu ne parleras plus, tu ne marcheras plus. C'est vrai que mon père, quand il est à l'hôpital, on nous dit il ne marchera plus, il ne parlera plus, quoi. Donc non seulement il a marché, il a parlé, et il a vécu bien plus que ce que beaucoup de gens réussissent à vivre avec un AVC, mais c'était une force de la nature et une volonté.
Et un super copain de ton papa, Charles Gérard, l'acteur qui était incroyable, parlait de la gentillesse et la disponibilité de ton papa et les récompenses, on s'en fout. Si on parle de la récompense, c'est quoi, toi, quelle serait ta plus belle récompense aujourd'hui à l'instant T? Ah, pour moi, c'est que mes enfants réussissent et aient une belle vie. Ça ne m'étonne pas. Non, ça, c'est, pour moi, c'est le plus important. En un mot, ton mot préféré? Tout va bien. Celui que tu détestes? Tout va mal. Non, ça c'est... tout peut aller mal dans la vie. Mais voilà, il faut trouver le truc qui fait que ça va aller mieux. Ton gros mot préféré? Bon, je pense que c'est merde. Ouais. Ouais, je pense que oui. Ouais, ça va. Ouais. Et qui voudrais-tu voir à ta place dans le fauteuil? Ah, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas, non, je pense que non, je sais pas, je vais pas dire mes enfants parce que j'aimerais pas qu'ils vivent ça. Ils sont trop... Non, mais quand je dis aime pas, parce que je trouve que c'est trop tôt, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un cheminement de vie. Je sais pas, je pense que ça pourrait être Anthony Delon, par exemple. Je pense que aussi on suit un petit peu un cheminement de vie qui est assez parallèle, comme différemment de ce que nos pères ont vécu, mais on a un cheminement qui est très proche. Ouais. Bah, l'invitation est lancée alors. Il va être content. Bien, putain, tu déconnes ou quoi? Merci infiniment. Merci. C'est fou parce que je le vois là. Tu as eu des expressions, mais je me suis dit, mon Dieu. Bah, on me le dit, mais je sais. Merci infiniment, Paul. Merci pour ta gentillesse et ton humilité surtout. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et sachez que désormais, vous pouvez soutenir votre chaîne Entre vous et moi en versant un don. Le lien de la cagnotte est en ligne dans la description sous la vidéo. Mais évidemment, continuez de vous abonner et de laisser un like, un petit commentaire. Toutes nos émissions sont également disponibles en podcast sur vos plateformes préférées.